Le gros sujet, c'est la moyenne tension. Ça n'a pas avancé du tout. Et depuis des années, dans des conférences, nous entendons que l'année prochaine, ça sera réglé. Force est à constater que non. Moundir Sniber, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Gaïa Énergie. On va parler avec vous du plus gros deal réalisé par une société marocaine avec une société israélienne depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. 13 milliards de dirhams vont être investis par la société israélienne Gandir dans des projets de votre société. D'abord, quels sont les secteurs d'activité ciblés précisément par ce deal ? Alors, comme vous l'avez dit, en fait, pourquoi les premiers? Tout simplement parce que cette relation est née juste avant les accords d'Abraham. Donc, comme par hasard, il y a eu, on va dire, une prise de contact. Et il se trouve que quelques semaines après, il y a une espèce d'autoroute qui s'est ouverte entre Israël et le Maroc et ça tombait très très bien. Ça n'a fait qu'encourager cette vision-là, en fait, d'amener du capital d'Israël pour renforcer un peu, si vous voulez, l'investissement dans les projets au Maroc. Et du coup, on était un peu en amont de la vague. Hein. On a commencé à travailler. Bon, le deal, c'est quand même 1 an et demi de boulot. Hein. C'est 1 an et demi de négociations, de contrats. Donc, ça s'est pas fait en 2 semaines. Donc là, une fois qu'on a annoncé le deal, tout était déjà signé. Donc, peut-être que vous serez doublé très prochainement sur le montant. On a une visite de la CGM en Israël. Peut-être. En tout cas, voilà, nous, les secteurs phares, si vous voulez, de Gaïa, on a été une boîte, si vous voulez, quand Gaïa a été créée, on avait une vision un peu avant-gardiste. Ça a été mal vu à l'époque, hein, à notre création en 2009. Quand j'ai créé Gaïa, j'avais la vision de positionner Gaïa en tant que redistributeur d'électricité verte. Puis quand je suis allé à l'ONE, on m'a dit, mon coco, c'est pas possible, même si la loi, elle dit qu'on peut vendre sur la moyenne tension. Ça marche pas. Du coup, mon modèle ne fonctionnait plus. Et puis, mon premier projet, en fait, c'était d'exporter de l'électricité en Espagne. Et du coup, j'avais des relations en Espagne en 2010, des discussions avec Red Electrica, comment exporter de l'électricité. Et pareil, on m'a dit à ce moment-là, Moundir, écoute, va voir ailleurs, c'est pas possible. Donc, du coup, on a été vachement limité, mais on a gardé cette foi, hein, en une vision future d'un Maroc ouvert au niveau et libéralisé sur les énergies renouvelables. Ça a été 10 ans très difficiles où on a, si vous voulez, cru en nos projets. Et c'est vrai, comme je vous l'ai dit avant l'interview, beaucoup de sociétés sont arrivées en 2009-2010, ont investi beaucoup de sous et sont repartis. La plupart, en fait, sont repartis. Donc, on est un des derniers survivants de la vague 2009 suite à la libéralisation du secteur 1309, de la loi 1309. Pour revenir on va dire au domaine, plus précisément, le cœur de métier, ça reste quand même la production d'électricité à partir d'origine renouvelable. Ouais. Donc notre métier, c'est notamment, on est plus spécialisé dans l'éolien, parce que l'éolien est un peu plus technique, un peu plus complexe. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en Afrique. On est connu aujourd'hui pour être des leaders en termes de développement éolien sur le continent africain. Et du coup, le modèle, c'est de produire de l'électricité verte sur le réseau haute tension de l'ONE, seulement sur le réseau haute tension, j'insiste bien, pour pouvoir le revendre par une espèce de, on va dire, de déduction arithmétique que fait l'ONE à des clients qui sont aussi connectés en haute tension, car le réseau haute tension n'appartient qu'à l'ONE. Les distributeurs n'ont pas accès au réseau haute tension. Donc, en gros, la liste, elle est très courte. Vous avez une trentaine d'industriels, dont des gros miniers, des cimenteries, des aciéries, l'OCP et quelques boîtes publiques comme l'ONCF. Donc, on va dire le noyau est assez petit. Donc, ça, c'est le premier marché. Et donc, sur ce marché-là, on a un projet maintenant de 80 mégawatts dont la construction va commencer, là, dans les mois qui viennent. Et on a aussi 2 autres projets de 100 et 80 mégawatts qui arrivent juste après. Donc, ça, c'est quand même des projets qu'on a initiés il y a 9 ans. C'est pas récent du tout. On est à la fin du cycle. Après, on a une autre typologie de projets qui sont un peu différents et qui deviennent très à la mode. Notamment, par exemple, mes partenaires en Israël ont 40 mégawatts sur toiture. Mais sauf que à Tel Aviv et en Israël, si vous voulez, l'opérateur rachète l'électricité directement. Ouais. Donc, il suffit d'avoir un bon contrat de location, on installe les panneaux, tout est en place, ça va plus vite. Ce qui n'est pas encore le cas ici au Maroc. Ce qui n'est pas ici. Alors ici, ce qu'on fait, c'est on travaille en étroite collaboration avec certains industriels qui ont un besoin, premièrement, de décarbonisation, c'est-à-dire de pouvoir exporter en justifiant qu'ils consomment de l'électricité verte. Et ça va être de plus en plus un impératif. Exactement. Et avec tout ce qui se passe, ça ne fait qu'accélérer. Et secondo, quand même, un argument de taille, c'est le prix. Donc aujourd'hui, on arrive à proposer des réductions qui vont jusqu'à 20-25%. Pour revenir sur Gandir, 13 milliards de dirhams qui vont se répartir comment, précisément ? Alors, je peux pas donner exactement les fourchettes, mais en gros, pour être plus précis, 13 milliards de dirhams représentent, si vous voulez, le financement global des projets les plus avancés nous avons dans notre portefeuille, qui sont, on va dire, à un stade de maturité
très avancé. Et sur ce montant-là, bien sûr, les banques participent à hauteur de 70-75% et le reste des fonds propres est apporté par Gaïa à travers ses différents partenaires. Alors, je voudrais qu'on parle hydrogène vert. C'est un secteur d'avenir. Le Maroc est plutôt bien placé pour l'instant au niveau mondial dans les pays qui a du potentiel en la matière. Quel est votre regard, vous, sur l'évolution de ce marché de manière globale et sur la position du Maroc? Pour l'instant, on a des souhaits. On a des vœux, on a quelques projets par-ci par-là qui s'annoncent. Est-ce que vous y croyez vraiment? Écoutez, mon constat, après 12 ans d'investissement, et même dans le développement durable, ça fait 18 ans que je suis dans le secteur, quand ce sont les politiques qui portent les projets, on a des forts risques que ça n'aboutisse jamais, parce qu'il n'y a pas d'esprit entrepreneurial. Il faut que le secteur privé prenne en main ces sujets et les pousse, parce qu'un entrepreneur, c'est pas un homme politique. On a des visions complètement différentes. On a quelques ministres entrepreneurs cette fois-ci. Oui, bien sûr. Davantage que dans le gouvernement précédent. Du coup, en fait, si on revient, si vous voulez, à l'hydrogène, il faut voir un peu comment la tendance est née. Le gros foyer, c'est l'Australie. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché très proche qui est le Japon, qui a un besoin immédiat de transformation. Donc l'hydrogène vert qui va être exporté sous forme d'ammonia vert, donc qui va être liquéfié, parce qu'on a un gros problème de condensation, de liquéfaction de l'hydrogène, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place. Donc du coup aujourd'hui il y a des solutions de transport qui sont en cours de développement, mais elles n'existent pas encore réellement. Du coup aujourd'hui cet ammonia vert va pouvoir remplacer jusqu'à 30% du charbon utilisé dans les centrales à charbon japonaises. Donc, vous avez déjà un gros consommateur là qui est prêt à acheter tout de suite. C'est colossal. C'est colossal. Donc, du coup, ça a encouragé le gouvernement, les développeurs à pousser le secteur de l'hydrogène vert. Le deuxième pays qui vient juste après, c'est le Chili. Et le Chili, ils ont un ministre de l'énergie qui est très proactif, qui est en train de structurer. Et c'est drôle parce que vous avez dans le désert du Takama, c'est des grandes étendues comme chez nous, et vous avez un développeur à côté de l'autre qui sont collés, qui sont en train de faire les études pour faire de l'hydrogène vert. Donc c'est vrai qu'au niveau législatif, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Au Maroc, on a l'avantage de la proximité de l'Europe. Mais on a le désavantage aussi que la principale ressource se trouve dans la partie difficilement finançable. C'est-à-dire? Donc dans la partie que les Européens ne reconnaissent pas complètement et qui pour nous est la partie sud. Mais voilà, la partie non reconnue par les Européens, sachant que quand nous sommes sur des projets d'infrastructure importantes de cette taille-là, les banques marocaines ne peuvent pas financer. Donc aujourd'hui, quand vous prenez les grands projets structurants à Laayoune, à Dakhla, etc., c'est les grandes banques marocaines qui sont derrière. Pour eux, pas de problème, c'est l'intégrité territoriale du Maroc, ça rentre dans leur feuille de route. Mais dès que vous allez parler à des organismes comme la KfW ou l'AFD ou la BIRD, etc., ça grince un peu des dents. Il n'y a pas de cas encore. Donc ça va être un défi majeur de trouver des financements adaptés parce qu'on est quand même sur des volumes très élevés pour réussir le pari de l'hydrogène vert. Moundir Sniber, quel est votre regard sur la loi actuelle 1309 qui est en cours de discussion? Écoutez, il faut qu'on fasse un cours d'histoire. Donc, avant la 1309, il y avait un modèle qui s'appelait Énergie Pro, qui permettait, en fait, pareil, d'injecter de l'électricité sur le réseau haute tension de l'ONE et de le vendre à un autre point du réseau, moyennant, un prix de transit, certaines conditions, etc. La loi 1309 s'est inspirée de ce modèle-là et a créé une ouverture sur la moyenne tension. D'accord? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de 2009, nous sommes bien en 2022, chers auditeurs. Ça fait bien 13 ans, le problème n'est toujours pas réglé. Ouais. Donc ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on nous a annoncé un système, sachant que le gros sujet, c'est la moyenne tension. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons qu'une trentaine de boîtes qui sont consommateurs, qui sont à haute tension. Donc la réalité, c'est que ça n'a pas avancé du tout. Et depuis des années, dans des conférences, nous entendons que l'année prochaine, ça sera réglé. Force est à constater que non. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que nous avons plusieurs organisations avec chacun, on va dire, leur vision, si vous voulez, du leadership sur ces sujets, leur propre ego, leur propre initiative, qui ne s'entendent pas. Et on a un blocage total de la situation, au détriment du Maroc, en fait, du Maroc, de l'économie, de l'industrie, des développeurs comme nous, de tout le monde, en fait. Mais tout de même, un regain d'optimisme ou pas en cette année 2022 avec... Écoutez, moi, je suis de nature profondément optimiste, sinon je ne ferais pas ce travail-là. Donc oui, on espère que ça va bouger. Je pense que il faut mettre des personnes peut-être qui ont un peu un esprit un peu plus entrepreneur à des postes
importants dans ces institutions qui vont pouvoir réorganiser, mettre les gens autour de la table, parce qu'il s'agit de se mettre autour de la table et de débloquer les choses. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Nous, c'est vraiment, je ne vais pas vous mentir, c'est un travail de combattant. Voilà, c'est un travail monstrueux qu'on doit fournir pour rester vivant. Alors que sur le papier, c'est l'Eldorado, le Maroc. Théoriquement pour l'énergie verte, pour le renouvelable, pour des boîtes comme Gaïa. Mais dans la réalité, c'est un enfer. Votre perception de l'innovation dans le secteur aujourd'hui, écoutez, au Maroc et en Afrique? La clé du renouvelable aujourd'hui, alors il y a des milestones importants qu'on a franchis. Le premier, c'est la compétitivité du prix. Quand j'ai commencé le business, le renouvelable était beaucoup plus cher. En Europe, nous avions des systèmes de tarifs subventionnés par l'État, qui s'appelaient feed-in tarifs, donc des tarifs par technologie, que l'État subventionnait. Donc si le coût de, par exemple, EDF en France était de 60 centimes pour le nucléaire, l'État était prêt à payer jusqu'à 3-4 fois plus pour du solaire ou de l'éolien. Ce qui a créé un écosystème de développeurs, de fabricants, d'industriels, etc., en Espagne, en France, en Allemagne, qui a fait grandir le secteur du renouvelable. D'accord ? Aujourd'hui, chose extraordinaire, on est arrivé à peu près vers 2014-2015 à une espèce de croisement des courbes où certaines technologies éoliennes et photovoltaïques devenaient moins chères que les énergies conventionnelles. Donc notamment centrales à charbon, centrales à gaz. Et ce croisement, il a été très important parce que le renouvelable n'était plus perçu juste par un aspect, on va dire, idéologique, vert, écologique, décarbonisé, mais était contemplé d'un point de vue économique. Ouais. Et depuis ce jour-là, depuis ce point de bascule, les courbes ne font que aller chacune dans un sens opposé. Et aujourd'hui, clairement, le prix du photovoltaïque à grande échelle et le prix de l'éolien sur on va dire des zones très vantées défie de très loin en termes de prix toutes les autres technologies. Il y a un hic quand même. Le prix, c'est une chose, mais la grosse problématique aujourd'hui, et notamment c'est le problème majeur que nous avons sur la production d'hydrogène vert, c'est que, si vous voulez, le renouvelable est intermittent. Donc du coup, par exemple, on va prendre le cas du dessalement, c'est un sujet que je connais bien et d'ailleurs nous sommes en train de travailler fortement sur des solutions de dessalement couplées au renouvelable pour apporter des cas concrets rapides à déployer au Maroc parce que nous sommes dans une urgence climatique et de sécheresse qui est juste catastrophique en fait. Hein. C'est malheureux, mais bon, sachant que Israël ne fonctionne qu'au dessalement aujourd'hui, par exemple. Ben, si on couple par exemple des éoliennes au dessalement, aux membranes qui font l'osmose inverse, des centrales comme le dessalement, par exemple, ne peuvent pas tolérer de coupures électriques. Et c'est le cas de beaucoup d'industries lourdes. Prenez les cimenteries, les aciéries, c'est du 24/24. Ils ont besoin d'un courant continu qui ne s'arrête pas. Or, avec le renouvelable, on ne peut pas le garantir. On a un prix qui est moins cher, mais on a de l'intermittence. Et l'intermittence, oui, sur un réseau, on va dire très développé, intelligent, comme au Danemark, par exemple, ou en Allemagne, où ils ont mis en place des gestions de smart grid, de réseaux intelligents très développés, mais aussi parce qu'ils ont des sites de production répartis sur tout le pays. Donc du coup, si ça souffle pas à l'est, ça souffle à l'ouest. S'il n'y a pas de soleil au nord, il y a peut-être de l'hydro au sud. Donc le mélange fonctionne plutôt bien. Mais le gros défi du renouvelable aujourd'hui, c'est d'offrir un courant continu. Et c'est le challenge pour l'hydrogène vert que personne n'a encore réussi. Parce que pour produire de l'hydrogène vert, il faut pouvoir avoir une énergie renouvelable qui est continue. Et dès qu'on rentre dans l'énergie continue, on parle de stockage. Et le stockage pose un gros problème parce qu'il coûte très, 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 très cher. Donc l'innovation, elle doit aller dans ce sens-là, se focuser là-dessus. Donc la grosse innovation aujourd'hui, elle n'est plus au niveau des technologies renouvelables qui ont prouvé leur efficacité, leur résilience, leur durabilité. Donc un panneau solaire aujourd'hui, ça peut durer 30 ans, 35 ans. Une éolienne, ça peut durer 30 ans avec une bonne maintenance. Il n'y a plus de soucis là-dessus. Toutes les banques au monde, elles financent, tout le monde connaît. Le gros sujet aujourd'hui, c'est comment on va gérer la partie stockage. Parce que si, je prends un exemple même sur les sites les plus vantés dans le delta du Nil, par exemple, ou au Maroc, les meilleurs sites au monde produisent 60% d'électricité. C'est ce qu'on appelle le facteur de capacité de charge. C'est-à-dire que l'électricité va être produite 60% du temps, mais le 40% du reste du temps. Et disons, par exemple, imaginez-vous qu'il n'y a pas de vent pendant 3 jours. Le stockage, si vous avez 4 heures de stockage, ça va durer 4 heures. Donc le défi technologique, il est à ce niveau-là. Mais du coup, au niveau des prix, on explose tout de suite le barème, en fait. On explose le target parce que le stockage peut coûter jusqu'à 5 fois plus cher que l'installation elle-même. Dernière question, on va dire, Sniber, quel avenir pour
votre groupe. Comment vous voyez Gaïa dans 5 ans, dans 10 ans? Écoutez, c'est drôle, moi, tous mes partenaires, parce que Gaïa a à peu près 16 partenaires sur les différents projets, les différents pays, qui sont tous des multinationales de l'énergie, plus ou moins. On tient toujours le même discours. Moi, je leur dis, si je suis là avec vous aujourd'hui, je serai encore là dans 30 ans. Donc moi, quand j'ai commencé Gaïa, c'est une histoire, une vision à très très long terme. D'ailleurs, le projet dont on commence la construction aujourd'hui, on l'a commencé il y a 12 ans. Donc, il faut être persévérant. Et aujourd'hui, je travaille sur des projets pour les 20-30 prochaines années. Donc, ma vision... Est-ce que vous allez nous construire un câble sous-marin avec le Royaume-Uni? Écoutez... il y a une start-up qui est là-dessus. Oui, mais ça pourrait être quelque chose qui... Oui, on travaille sur d'autres sujets similaires, en tout cas. Mais voilà, nous sommes animés par une vision à long terme, d'apporter une valeur ajoutée à la société, d'apporter des solutions durables. Et comme je vous ai dit, je suis persuadé que ça va passer par le secteur privé. Il faut avoir de la vision à long terme, il faut avoir de l'ambition. Et aujourd'hui, on commence à goûter aux fruits de cette ambition passive qu'on a eue pendant 12 ans. Et il y a beaucoup de pays, comme en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Tanzanie, où nous sommes les premiers développeurs éoliens. Nous sommes les premiers à avoir posé des mâts de mesure, à avoir convaincu les gouvernements à faire de l'éolien. Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser, parce que je sais que vous êtes présent en Afrique. Oui. Vous resterez sur l'Afrique, ou est-ce que vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres pays européens? Écoutez, on a travaillé dans des pays que je ne peux pas citer en dehors d'Afrique, où politiquement, ça n'a pas marché. Mais quand vous faites des pays compliqués, il n'y a pas de limite à la carte. La limite, c'est l'argent. Donc, pour l'instant, le focus, c'est l'Afrique, clairement. Le gros focus, c'est le Maroc. Mais l'Afrique, c'est très compliqué, mais c'est là où il y a le plus de potentiel. Mais il y a un problème de timing. Combien de temps les États vont mettre à se structurer, à pouvoir lever des financements durables à long terme? Mais clairement, la position de Gaïa, c'est d'être leader dans notre secteur d'activité dans les 30, 40, 50 prochaines années. Merci beaucoup, Mondazima. Merci. Au revoir.